Qui sont les jeunes artistes israéliens d'aujourd'hui? Qu'ont-ils à nous dire? Que se disent-ils? Eh bien, nous allons commencer avec une jeune artiste israélienne qui vit actuellement à Marseille. Elle se nomme Mili Pecherer. Mili, bonjour. Bonjour Michel. Vous avez fait une école d'art en Israël qui est la grande école des beaux-arts israéliens, c'est Betzalel à Jérusalem. Qu'est-ce que vous avez étudié là-bas? J'ai étudié dans un département qui s'appelle Screen-Based Arts et c'était un peu sauvage. On n'était pas très guidés, on n'avait pas beaucoup de matériel. Et du coup, Il y avait au moins des caméras, des appareils photo, quelque chose, non? Oui, il y avait quelques caméras. Et on a passé 4 ans à être un peu dans le noir avec une caméra et essayer de comprendre ce qu'on fait avec. Et donc moi, je suis plutôt tombée amoureuse du documentaire, de cette idée de partir en aventure avec une caméra et de laisser le monde faire ce qu'il veut de mon film. Du coup, on peut pratiquer le lâcher-prise, mais d'essayer d'apprendre un peu comment l'univers est tissé à travers ça. Mais on peut peut-être rappeler un peu ce que vous avez fait. Oui. Vous avez commencé par un premier film qui s'appelait Tupac, It's All Right, écrit en phonétique. Et c'était le premier, ça. C'était encore à l'époque de Betzalel. J'ai postulé pour une résidence en Russie de 3 semaines où il fallait faire un film documentaire. Et la Russie, parce que papa Pecherer, il est d'origine ukrainienne, je crois, non? Oui, mon papa, il est de Kiev, quand c'était encore le URSS. Mais non, j'ai vu l'appel et je me suis dit que ça serait bien. Oui, et je parle un peu la langue. Et donc, et moi, je ne sais pas inventer les projets. Je veux dire, je me suis inventé toute une théorie pour pas me sentir coupable de ne pas être une artiste assez productive. Et du coup, je me dis que c'est les films qui m'appellent. Et du coup, il faut que j'attends l'appel. Et c'est pas moi le maître du film. Voilà, j'essaye de répondre à des appels. Et donc, j'ai postulé à cette résidence à Yaroslav. Et il fallait dire quel projet on allait faire. Et je venais de voir un policier qui m'a plu. Et donc, j'ai écrit, si je serais sélectionnée, je ferais un film d'espionnage. Et là, j'étais sélectionnée et j'arrive et ils étaient tout contents et ils ont dit, alors, vous allez faire un documentaire d'espionnage, ça va être quoi? Et là, j'ai avoué que, en fait, j'avais aucune idée et que je vais essayer de vite penser à quelque chose d'autre. Mais ils ont pas lâché, ils ont dit, mais vous êtes sélectionné parce que, à cause de ce film d'espionnage. Et quelques jours avant, je suis passée par Saint-Pétersbourg, que j'ai trouvé que c'était une des plus belles villes du monde. Et j'étais assise à côté des jardins de Peterhof. Et un monsieur s'est assis à côté de moi, et comme j'étais tellement émerveillée par cette ville, tout ce qu'il me disait me semblait incroyable. Je comprenais presque rien, mais je me suis dit que ça doit être la poésie. Et donc, il m'a dit je lui ai dit que j'allais rentrer dans les jardins. Il m'a dit qu'il n'avait pas d'argent, mais qu'il va sauter au-dessus de la barrière et on va se retrouver à côté du lac. Et donc, on a échangé de numéro de téléphone. J'ai attendu à côté du lac et il n'est jamais venu. Et donc, après, je suis arrivée à Yaroslav et là, il fallait que je fasse ce film d'espionnage et je ne savais pas quoi faire. Et je reçois un SMS de ce monsieur et c'est écrit simplement « Tupac, it's all right ». J'avais aucune idée de ce que c'était. Et du coup, je me suis dit, ok, du coup, je suis une espionne. Et ça doit être un mot de passe. Et je me suis baladée pendant quelques semaines dans les rues de Yaroslav. Et je parlais à des gens pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire. Et ce projet a pris quel format? D'un petit film. Celui qui a suivi, c'est Yerucham of Season.
שתהיי את ירוחם לא? עברתי לגור פה עכשיו. יש בעל? לא, אין בעיה. למה חבר? לא, כמה? 24. וקוראים לך? נילי. מאוד. סמי. קובי, זה בשבילך. ואם אתה רוצה להגיד לי אבי שריף? Ça, c'était mon film de fin d'études. Alors Yerouham, c'est un lieu précis en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pareil, c'était la fin de mes études. Du coup, il fallait que je fasse le grand film. Projet de fin d'études. Oui, qui pourrait être mon dernier aussi. Et donc, et j'étais perdue dans ma vie. J'avais pas d'appartement. J'avais le cœur brisé. Et j'avais pas d'idée pour un projet. Et j'étais assise dans un bar à Jérusalem. Et toute déprimée. Et je parlais de ma vie, que ça n'allait pas. Et quelqu'un m'a dit, va à Yerouham. Et en fait, c'est un peu la chose la plus proche à l'américaine, où on est perdu et on va dans le désert. Donc Yerouham, ça serait le plus proche de ça qu'on peut faire en Israël. Et donc je me suis dit, je vais aller voir cette ville. Je l'ai jamais... ville. C'est un patelin. Oui, c'est un peu perdu. Et donc je suis descendue comme ça une journée avec ma caméra. Et là, j'ai découvert un lieu fantastique où, en fait, ça ressemblait un peu à ce qu'on me racontait d'Israël d'avant que je suis née, où tous les gens te parlent et t'invitent à un dîner de Shabbat. Et dès que je suis descendue du bus avec ma petite caméra, les gens s'est mis à me parler et à m'inviter à découvrir leur univers. Donc je suis rentrée à Jérusalem, j'ai loué un appart à Yerouham et j'ai déménagé là-bas pour 2 mois. Et j'ai filmé tout ce qui m'est arrivé. Avant d'arriver à cela, on va aller en Espagne pour La vie sans pompe. Oui. De quoi il s'agit? Je commençais à m'intéresser un peu à la Bible, ce qui m'intéressait pas du tout parce que je viens d'une maison qui est complètement laïque. Mon père, comme il vient de l'URSS, il sait rien. Ma mère aussi, elle était pas trop dans ça. Mais quand je suis partie, il fallait quand même une certaine identité. Et cette identité juive a commencé à me parler. Mais comme je savais rien, j'ai commencé par le commencement. Par le commencement. Et ce livre que j'ai trouvé vraiment bien. La Bible. La Bible. Et là-bas, il y a une histoire dans le livre de Samuel où Dieu punit les Philistins avec des hémorroïdes. Et ça m'a beaucoup plu. Et dans cette histoire, ils souffrent beaucoup, les Philistins, ils savent pas quoi faire, parce que c'est écrit, Dieu les a frappés du petit jusqu'au grand avec des hémorroïdes. Et ils ont crié au ciel, ils savaient pas quoi faire, et leurs prêtres leur ont dit, pour guérir, il faut... Parce qu'ils ont pris il y avait une bataille avec le peuple d'Israël, et ils ont gagné, ils ont pris le Aaron Abrit. L'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance. Et donc, leurs prêtres leur ont dit qu'il faut rendre l'Arche d'Alliance au peuple d'Israël et faire des cadeaux au Dieu d'Israël en forme d'hémorroïdes. Et donc, j'étais passionnée par ça. Et j'ai trouvé que les hémorroïdes, c'était aussi une très belle métaphore pour cette sensation d'être mal assis dans la vie. Et je me suis dit, ok, je me sens perdue. Et je suis mal assise. Je vais fabriquer aussi une hémorroïde. Celle-là, elle est de belle taille, l'hémorroïde. Et du coup, comme il y avait le Guggenheim, le musée à Bilbao, je suis allée voir une rétrospective de Jeff Koons. Et comme il a plein de choses gonflables et ça marche bien pour lui, je me suis dit, moi aussi, j'aimerais réussir. Et je me suis dit, ok, si je fais une hémorroïde gonflable, ça va peut-être marcher et je vais être une artiste célèbre. Et je me suis retrouvée à chaque fois quand il fallait gonfler mon hémorroïde, le faire avec mon propre souffle. Et c'est d'ici le titre La vie sans pompe.
I did some research and it looks like it's a punishment. So God must be disappointed. You need to make a hemorrhoid for him. It kind of all makes sense, no? But you have to make the pilgrimage. You gotta come to the north of Spain and ask for me. My name is Ramon Churruca. Hello? Et donc, c'est un film. J'ai un peu continué la démarche que j'avais à Betzalel de me balader et collectionner des moments, des scènes. Des instants, des moments. Des instants. Oui. Et sur mon chemin, j'ai croisé Ramon Churruca, un Basque qui a proposé de baptiser mon hémorroïde. Et on a fait une cérémonie. Je l'ai appelé Alfred parce que... L'hémorroïde, hein, pas oui. Ramon. Oui. Parce que j'avais appris qu'il y avait un roi de Wessex du Moyen-Âge, je pense, qui s'appelait Alfred the Great, qui était qui a conquis les Vikings. Et lui, il était très religieux et il souffrait beaucoup des hémorroïdes et il trouvait que c'était un moyen de Dieu, que Dieu communiquait avec lui à travers. Donc j'ai nommé mon hémorroïde Alfred. Et après, je montais les films comme si c'était un pèlerinage de Jérusalem jusqu'à ce baptiseur, Ramon Churruca, pour guérir mes hémorroïdes. Donc le Baptiste, en fait, Ramon le Baptiste. Et puis vous avez poursuivi votre route et le film d'après s'appelle « À quel point il est glorieux d'être un être humain ». « How glorious it is to be a human being ». Oui. Pourquoi ce titre en anglais? C'est plus joli en anglais. Bon. Mais je l'ai pris d'un livre de Kierkegaard qui s'appelle Ceux qui nous apprennent la liste des champs et les oiseaux du ciel. Et là, j'avais un peu envie de me débarrasser de la caméra. Oui, on avait une journée au Frénois où on nous a montré toutes les caméras et tout le matériel pour enregistrer le son. Et moi, j'avais hyper peur et je me suis dit, ça serait bien quand même que me débarrasser de cette caméra qui est quand même un poids pas que physique, mais aussi mental. Et je me suis dit, et si on avait un âne avec nous, et ce serait lui qui porte la caméra. Et le film serait du point de vue de l'âne. Et donc, c'est un peu né comme ça. Bon, au début, on a imaginé tout un pèlerinage, on traversait les Pyrénées. Mais ça coûtait trop cher. Et en fait, personne ne voulait le faire, sauf moi. Donc, petit à petit, on réduisait le plan. Et mon ami Geneviève, sa famille, ils ont une maison dans un petit village dans les Pyrénées qui s'appelle Touzaguet. Et on s'est dit que quand on va commencer depuis là-bas, on s'est trouvé un âne, bambou, mais on avait quand même pris une caméra au cas où ça marchera pas avec l'âne. Vous avez bien fait. Oui, parce qu'après le premier jour du tournage avec Bambou l'âne, il s'est blessé, il avait un petit caillou qui est rentré dans son sabot et donc il pouvait plus tourner avec nous et on est resté juste Jen et moi, les deux êtres humains. Et Alfred. L'hémorroïde. Moi je portais Alfred et Jen elle était enceinte, donc elle portait son bébé et moi j'allais avoir 30 ans, elle allait avoir 40 ans. Et donc, on était un peu sur un carrefour où on se posait des questions sur la vie. Et oui, mais le point de vue de l'animal, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. J'étais beaucoup inspirée par la 8e élégie de Rilke, où il dit que nous sommes les seuls êtres à avoir les yeux tournés vers l'intérieur et tous les autres êtres, sauf les humains, ils voient l'ouvert. Et
Et donc, ça m'a intriguée d'essayer de voir le monde à travers un animal qui est pas piégé par par la raison, par la causalité. J'attendais que vous prononciez le mot, la raison. Oui. Et donc, ce film fait 53 minutes et il a été montré dans divers lieux et festivals en France. Et ça vous a donné la possibilité de faire le film suivant, l'année suivante, un film plus court de 28 minutes qui s'appelle en français, c'est plutôt en anglais, il y a aussi un titre en anglais là. It wasn't the right mountain, Muhammad. Oui, mais lui on peut l'appeler aussi Ce n'était pas la bonne montagne. Muhammad! 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 Quand on lit juste le titre, on peut se dire, mais est-ce que ça fait allusion à ce dicton, si la montagne ne vient pas à Mohamed, Mohamed ira à la montagne. Oui. Et bon, mais en fait, et là, le film, celui-là, on peut le voir, on peut le retrouver. Et il s'agit pas du tout de ce Mohamed-là, il s'agit d'un Mohamed inconnu qui a écrit un ex-voto, on le dirait en français comme ça, en latin plutôt, qu'il l'a mis dans une bouteille en remerciant Dieu. Oui. Et puis cette bouteille, elle est arrivée sur une plage en Israël, et c'est vos parents qui ont cette habitude très civique de ramasser tous les bouts de plastique qui traînent au bord de la mer et de les mettre à la poubelle, qui trouvent cette bouteille, qui trouvent ce papier, et qui vous en font part. Et c'est le point de départ de ce film. Oui, alors il y avait plusieurs points de départ. Il y avait déjà ma passion vers la Bible qui grandissait. Et il y avait... du coup, j'ai décidé de me concentrer sur l'histoire du sacrifice d'Isaac, mais du point de vue du bélier. Et de me demander comment il se retrouvait là, pourquoi on pense que c'est un soulagement que Isaac n'a pas été sacrifié, mais qu'il y a ce bélier qui a été sacrifié, ce qui n'est pas sympa non plus, parce qu'il est aussi un être de Vivant. Dieu, vivant. Une création aussi. Et là, vous avez changé un petit peu de modèle, puisque vous cessez de filmer le vivant et vous passez à des images de synthèse. Oui. Oui, du coup, au Frénois, comme il faut faire des projets avec des nouvelles technologies, je ne savais pas. J'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Et je suis allée voir le consultant de nouvelles technologies, Massimiliano, et je lui ai dit que je voulais faire un film avec Dieu et un bélier. Est-ce qu'il pouvait me proposer une technologie pour ça? Et il n'a pas eu la mâchoire qui est un peu tombée? Non, lui, il est italien, il est sarde, donc le magique et le mystique, ça lui parle. Ça lui parle. Et donc il m'a proposé l'image de synthèse et notamment la technologie des jeux vidéo, donc ce qu'on appelle le moteur temps réel. Et donc ça veut dire faire de l'animation mais sans beaucoup attendre. Ça pourrait être un peu comme jouer aux poupées, parce que donc on pourrait faire les modèles, mais moi comme je savais rien faire, donc j'ai un peu appris à modéliser des paysages, mais tous les objets je les achetais sur des grands supermarchés d'objets virtuels. Ce que j'aimais bien, parce que je me baladais, je voyais plein de trucs que je m'attendais pas à voir en 3D, et ça m'a aidé
à écrire le film, parce que Alors là, attendez, vous me dévoilez un truc. Il y a des supermarchés, Jean Supermarché, où vous achetez des objets virtuels. oui, Tout fait pour inclure dans des réalisations vidéo. oui. Et donc, je me balade et si je vois une boîte à pizza et ça me touche, ben, je me dis qu'il faut trouver un moyen d'avoir une boîte à pizza dans le film. J'ai vu des autruches qui m'ont beaucoup plu. Donc, je les ai achetées et j'ai inventé une scène avec des autruches. Donc, ça, c'est plutôt sur la technique. Vous vous incluez dans ce film, Oui. puisque vous apparaissez avec votre avatar. Oui, alors... Celui-là, vous l'avez pas trouvé dans un supermarché, l'avatar. Non. Non, bah, en fait, moi, je voulais pas être dans ce film. Je voulais faire un truc plus sérieux où je me mets de côté et je raconte cette histoire du sacrifice d'Isaac à travers le point de vue du bélier. En fait, il faut tout de suite ici corriger. Il faut pas dire le sacrifice d'Isaac. Oui. C'est la ligature, Akedat Yitzhak. Oui. La ligature d'Isaac, puisqu'il n'a pas été sacrifié. Non. C'est le malheureux bélier qui s'était pris Oui, dans les ronces, dans qui était l'histoire sacrifié à la place. du sacrifice du bélier Ouais. sur le mont Moria. On va pas dévoiler tout ce qui se passe dans ce film, parce que ça nous mène à une autre de vos réalisations qui est beaucoup plus courte, celle-là qui fait une quinzaine de minutes et qui porte un nom qui n'a rien à voir ni avec l'anglais ni avec le français, c'est Tiggle Miggle. Oui. Et évidemment, ça sonne tout de suite aux oreilles des gens qui connaissent Academ, c'est du yiddish. Oui, Tiggle, c'est le nom du chevreau, ça veut dire chevreau. Mais qu'est-ce que ça vient faire là, Tiggle Miggle? je n'arrivais toujours pas à trouver quelque chose d'intelligent à dire. Et le silence me pesait. Alors j'ai décidé de m'occuper à allumer un feu, mais je n'y arrivais pas. Finalement, nous avons commandé des pizzas. Pour le dessert, Tiggle a servi une tarte au citron, parce qu'il se rappelait combien j'aime les tartes au citron. Tu as dit aux autres que tu partais? Je lui ai demandé. Et il m'a répondu, pas beaucoup. À quoi ça sert de dire à quelqu'un que je change? Si je change, alors je ne suis plus ce que j'étais déjà. Alors, après 2 ans dans le nord de la France, Au Frénois. au Frénois, je ne suis pas très adaptée pour ce climat et donc j'ai déménagé à Marseille. Et une des premières choses que j'ai trouvées à Marseille, c'était une chorale yiddish. Et donc, je me suis inscrite à une chorale yiddish. Et j'ai commencé à prendre aussi des cours de yiddish avec Reisele. Et à m'ouvrir à ce judaïsme-là aussi. Pas que à celui de Elias Amélon. Et là, j'étais invitée par mon ami Bertrand Dezotto de participer à une expo qu'il faisait à la Fondation Ricard. Mais c'était le Covid, tout était compliqué et j'avais beaucoup de regrets pour le film Ce n'était pas la bonne montagne Muhammad parce que je sentais que j'avais loupé beaucoup de choses comme j'étais beaucoup concentrée sur la technique que je connaissais pas et que le film était sorti trop dramatique. Et en fait, moi, je voulais beaucoup rencontrer ce bélier parce que dans Ce n'était pas la bonne montagne Muhammad, c'est moi qui parle, c'est moi qui écris des lettres à ce Muhammad que j'avais trouvé, que mes parents avaient trouvé sa lettre dans la vie réelle. Et j'avais beaucoup envie de rencontrer cet être. Et j'avais aussi, j'avais entendu Vincent Després qui a dit une fois que quand une espèce disparaît, c'est pas juste cette espèce-là qui cesse d'exister, mais c'est toute une bibliothèque de savoir et des connaissances et des émotions qui disparaît avec. Et donc j'ai imaginé ce bélier comme un être que j'avais envie de rencontrer. Et j'avais envie qu'il me dise des choses que personne ne me dit. Et donc je me suis dit, comme j'avais déjà le jeu vidéo,
parce que en fait, pour Ce n'était pas la bonne montagne Mohammed, j'avais construit un jeu vidéo et après je jouais le jeu et je captais l'écran. Et je jouais mon personnage, je jouais le bélier et je jouais Dieu. Et il y avait 3 points de vue subjectifs. Et donc dans Tigale et Migale, je me suis dit je vais reprendre et je vais juste imaginer un pique-nique avec ce bélier. Et ce bélier, c'est mon ami, je l'appelle Tigale et Migale. Et il décide de quitter la société et aller s'installer sur une montagne sans vue. Et il m'invite à faire un pique-nique avant son départ pour me donner quelques affaires. Dont il se débarrasse. Oui. Et Une pompe, entre autres. oui. Et les pompes, c'est une ventouse à déboucher les éviers. Oui, parce que quand il m'a appelé, j'avais l'évier bouché. Bon, bah, en fait, c'est des films d'animation, mais je laisse beaucoup de place au réel de pénétrer et m'inspirer. Et donc, comme la lettre de Muhammad qui a été trouvée à Natania est rentrée dans mon film, bah là aussi, mon évier bouché à Marseille est rentré dans le film d'animation. Et ma chorale yiddish aussi. Et Dans le titre. dans le titre, et à la fin aussi, je lui chante Disa Posh Keller. Mais aussi, il y a le bélier, il est un peu déguisé parce que c'est pas un bélier qu'on voit à l'écran, c'est une gazelle. Oui, c'était quand j'ai fait, c'était pas la bonne montagne Mohammed. Donc j'ai acheté un modèle d'un bélier qui était très très beau, avec une magnifique fourrure blanche et des cornes dorées. Et il m'a coûté 100 €, ce qui était un peu beaucoup. Sauf qu'il n'était pas adapté à notre logiciel. Et donc quand on l'a mis dans le logiciel, il a perdu tous ses poils. Et c'était très dramatique. Et j'avais écrit à une boîte qui fait des animaux pour les jeux vidéo. Et je les ai demandé si par hasard ils allaient avoir un bélier bientôt. Et ils m'ont dit oui, dans une semaine on va sortir sur le marché un modèle d'un bélier. Et j'ai remercié Dieu et j'étais toute contente. Et sauf que après 3 mois d'attente, il était toujours pas là. prêt. Donc j'ai acheté une antilope. Et j'ai écrit dans le film, j'étais honnête, j'ai écrit que c'est des antilopes dans le rôle du bélier. Donc c'est une antilope qui joue un bélier. On en vient au film qui est présenté au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Nous ne serons pas les derniers de notre espèce, qui a aussi un terme éminemment biblique, enfin, dans son dernier avatar, c'est le déluge. Oui. Allô? Maman? Tu m'entends? Oui, ça capte pas très bien. Je suis au travail, tu sais. Oui, je mange bien. Oui, ça va. Enfin, pas trop. Et c'est là que moi je vais vous poser une question, parce que dans tous ces films que vous nous présentez, il y a des éléments récurrents. Il y a le désert, il y a le ciel nuageux, il y a les oiseaux, les animaux que l'on entend mais qui ne parlent pas. C'est pas Walt Disney, hein. Et surtout, il y a une angoisse existentielle folle. Chez une artiste de votre âge, c'est étonnant, cette angoisse. À plusieurs reprises, dans tous ces films, il y a cette question: que faire? Qu'est-ce que je peux faire? Que dois-je faire? Et il y a différents intervenants qui arrivent devant vous. Nous ne serons pas les derniers de notre espèce, c'est un corbeau qui vous chie sur la tête, en plus, enfin sur la tête de votre avatar. Dans les autres films, ce sont d'autres oiseaux qui apparaissent, mais qui ne répondent jamais à votre question. Et il y a cette angoisse qui s'installe. Elle transparaît, elle exsude de toute votre production. C'est ce que vous dites au monde, c'est votre angoisse. Apparemment,
Oui, je suis très angoissée. Je pense qu'être dans la création, ma cousine, Monique Jutrin, elle m'a dit que être juif et poète, donc je me sens pas à l'aise avec ce terme, mais du coup, être juif et dans la création, c'est un double exil. Et donc, peut-être, ça vient de tout ça, de mélange de tout ça. Je suis la première génération de mes deux côtés de la famille, je pense. Peut-être je dramatise un peu, mais d'être née en Israël après 2000 ans d'exil. Et en fait, ça me plaît pas trop et je trouve pas trop ma place. Et donc, je dois partir Pour un nouvel exil. Oui, un nouvel exil. Et en même temps, j'essaye de créer. Créer, c'est quand même, en tout cas pour moi, je sais pas comment c'est pour les autres, mais c'est une angoisse horrible parce qu'au début, on est dans le noir et il faut avoir de la confiance et qu'on va trouver. Après, et je trouve beaucoup de soulagement dans la Bible parce qu'il y a des... c'est aussi un livre assez... Les personnages sont assez angoissés quand même. Et... Ah oui, ils sont bien hein, dans leur tête aussi. Oui. Ils ont quelques problèmes, effectivement. Oui. Et du coup, il y a beaucoup de problèmes qui résonnent. Par exemple, dans le sacrifice d'Isaac, chez Abraham, il y a cette grande question de l'écoute. Est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu qu'il entend et qu'il faut suivre parce que c'est quand même assez sévère ce qu'il entend dans son cœur ou dans sa tête. C'est pas très éthique, non, effectivement. Non, c'est pas. Et c'est un truc où on peut pas du tout expliquer aux autres et on est très seul dans ça. Donc je trouve que dans la création c'est un peu pareil aussi. Est-ce que c'est le bon appel? Est-ce que c'est ça le film que je devrais faire? Et en plus quand on fait un film, c'est pas un acte très rapide. Ça prend beaucoup de temps déjà à trouver de l'argent et après à écrire, à faire une équipe, à produire. Et est-ce que c'est ça l'idée pour laquelle il faut sacrifier toutes les autres idées sur l'autel au nom de cela? Donc, c'est assez angoissant de faire un film, de prendre des décisions et en plus pour quelque chose qui est complètement inutile. Je veux dire, on peut pas le mesurer. Il n'y a pas d'outil pour mesurer une œuvre d'art si on a fait la bonne décision ou pas. C'est juste des instincts. C'est juste des... Donc voilà, c'est assez angoissant. Donc ce mélange d'être juive, israélienne, essayer d'être artiste, ça crée une grande angoisse existentielle. Vous avez une vie quand même assez riante, non? Je ne sais pas quoi dire. Je fais avec. Mais les films, c'est quand même un bon terrain pour rechercher des réponses à mes questions que je peux pas trouver dans le monde réel. Donc ça me permet d'approfondir et de faire des expériences, de mettre deux éléments ensemble et voir ce que ça donne et d'être surprise par le résultat. Ça me permet de vivre des grands miracles aussi dans la création. Dans ce moment où on met deux choses ensemble et on ne sait pas ce que ça va donner, ou de travailler avec des gens, de collaborer pour créer quelque chose d'inutile, c'est très très beau aussi. Du coup, ça permet la beauté de l'art pour l'art. Parce que c'est inutile. Parce que c'est inutile, ça sort des cadres de la raison en fait. On peut essayer de vivre autrement, de faire des petites expériences, parce que c'est un mini-univers où on est le Dieu de cet univers, donc on peut s'identifier un peu avec Dieu et avoir des petits moments où on a l'impression qu'on est assis avec lui sur un banc et on regarde le monde
de l'extérieur et un peu comment il est tissé. On peut avoir un peu plus d'empathie envers Dieu aussi quand on voit tous les bugs qu'il peut y avoir et tous les accidents et tous les malentendus. Je vous invite à aller voir la création du monde par Mili Pescherer. Nous ne serons pas les derniers de notre espèce au musée d'art et d'histoire du judaïsme, et peut-être aussi sur des vidéos à la demande plus tard, et nous verrons. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, Michel, de et m'inviter. merci d'être venu au studio d'Acadème.